Le chômage, un mot qu'on entend partout, tout le temps. C'est un sujet qui revient sans cesse dans les débats, qui inquiète beaucoup de monde. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Dans cette analyse, on va creuser un peu, aller au-delà les gros titres pour décortiquer ensemble ce concept. On va voir comment on le définit, comment on le mesure et quelles sont les grandes idées qui tentent de l'expliquer. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on verra pourquoi le chômage est en fait un concept bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ensuite, on se penchera sur les définitions et les mesures officielles. Puis, on explorera les grandes théories économiques sur le sujet. Et enfin, on terminera avec un petit cas pratique pour mettre tout ça en application. Allez, c'est parti pour la première partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un concept complexe? Eh bien, tout simplement parce que la frontière entre avoir un emploi, être au chômage ou être ce qu'on appelle inactif, elle est en réalité assez floue. Il faut bien partir de cette idée de base. Le chômage, c'est un enjeu absolument fondamental, que ce soit d'un point de vue économique ou social. C'est avant tout un immense gaspillage de talents, de compétences, d'énergie, bref, de ressources humaines qui pourraient créer de la valeur pour toute la société. Ce schéma, il est parfait pour illustrer ce qu'on appelle le halo du chômage. C'est quoi le halo? Ce sont toutes ces situations un peu entre deux, à la frontière des catégories officielles. Pensez par exemple à quelqu'un qui est en temps partiel, mais qui voudrait travailler plus, ou bien à ceux qu'on appelle les chômeurs découragés, qui ont fini par arrêter de chercher activement un travail et qui du coup ne sont plus comptés comme chômeurs. Et attention, ce halo, ce n'est pas juste un détail. Regardez ce graphique. En France, en 2020, on avait environ 2,5 millions de chômeurs au sens strict. Mais à côté, il y avait 2 millions de personnes dans cette fameuse zone grise. C'est un chiffre énorme, et ça prouve bien que le chiffre officiel du chômage ne capture qu'une partie de la réalité du terrain. Bon, maintenant qu'on a vu que la réalité était nuancée, voyons comment, malgré tout, on essaye de mettre de l'ordre là-dedans. Deuxième partie, comment est-ce qu'on définit et qu'on mesure le chômage de façon rigoureuse? Pour pouvoir compter, la toute première chose à faire, c'est de diviser la population en âge de travailler en deux grands ensembles. D'un côté, il y a la population active. Attention, elle comprend à la fois les gens qui ont un emploi et ceux qui sont au chômage. De l'autre côté, il y a les inactifs. Là, on trouve par exemple les retraités, les étudiants, bref, tous ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas. Et là, on arrive au cœur du sujet. La définition officielle du chômage, celle du Bureau international du travail, le BIT. Pour être compté comme chômeur, il faut remplir 3 conditions, et ce, en même temps. Il faut, primo, être sans emploi, deuxio, chercher activement un emploi, et tertio, être disponible pour commencer à travailler dans les 15 jours. S'il manque une seule de ces conditions, hop, la personne est classée comme inactive. Une fois qu'on a ça, on peut enfin calculer l'indicateur que tout le monde connaît, le taux de chômage. La formule est assez simple en soi, on prend le nombre de chômeurs et on le divise par la population active totale, c'est-à-dire la somme des gens qui ont un emploi et des chômeurs. C'est un point super important, ce n'est pas un pourcentage de la population totale du pays, mais bien de la population active. Une autre chose très importante, c'est de comprendre qu'on peut regarder le chômage de 2 manières. On peut le voir comme un stock, là c'est une simple photo à un moment donné qui nous dit aujourd'hui il y a tant de chômeurs, ou alors on peut l'analyser en flux. C'est beaucoup plus dynamique. On regarde qui entre au chômage et qui en sort. Ça permet de bien mieux comprendre ce qui se passe vraiment sur le marché du travail. Ok, on sait ce que c'est, on sait comment on le mesure, mais la grande question, évidemment, c'est pourquoi? Pourquoi y a-t-il du chômage? C'est ce qu'on va aborder dans notre troisième partie en explorant les grandes théories économiques sur le sujet. Alors, la première grande famille d'explications, c'est l'approche dite classique ou néoclassique. Pour eux, le marché du travail, c'est un marché comme un autre. L'offre et la demande devraient s'ajuster naturellement. S'il y a du chômage, c'est qu'il y a des obstacles, des rigidités, qui empêchent cet ajustement. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, un coût du travail jugé trop élevé, des règles de licenciement trop strictes, ou encore des syndicats trop puissants qui maintiendraient les salaires à un niveau trop haut. Face à ça, l'analyse de Keynes change complètement de perspective. Pour lui, le problème ne vient pas du marché du travail en lui-même, mais de l'économie en général. Si les entreprises pensent que les gens ne vont pas assez consommer ou investir, eh bien elles ne vont pas produire plus et donc elles ne vont pas embaucher. Le chômage ici n'est pas volontaire, il est lié à la conjoncture, au manque de dynamisme de l'économie. Et puis, au-delà de ces deux grandes visions, il y a d'autres théories qui s'intéressent à ce qu'on appelle le chômage structurel. Par exemple, le chômage frictionnel. C'est tout simplement le temps normal qu'il faut pour passer d'un emploi à un autre. Il y a aussi le chômage technologique. Ça, c'est quand les compétences des travailleurs ne correspondent plus aux nouveaux besoins des entreprises. On parle même d'un taux de chômage naturel, qui serait en quelque sorte le niveau minimum de chômage incompressible dans une économie. Bon.
Assez théorie. Pour notre dernière partie, on va passer à la pratique. On va prendre tous les concepts qu'on vient de voir et les utiliser pour résoudre un petit exercice. Voilà la situation. On a des données pour un pays imaginaire en 2015. On nous donne la population totale, le nombre d'inactifs et le nombre de chômeurs. L'objectif, c'est de compléter le tableau, de trouver combien de personnes ont un emploi et bien sûr de calculer le fameux taux de chômage. La question est donc posée. Avec seulement ces quelques chiffres, comment est-ce qu'on peut déduire tout le reste? C'est une application très directe de tout ce qu'on a vu juste avant. Alors, voyons la solution ensemble, pas à pas. D'abord, il nous faut la population active. C'est simple, on prend la population totale et on enlève la population inactive. On trouve 26 349 698 milliers de personnes. Ok. Ensuite, on veut savoir combien de personnes ont un travail. Pour ça, on prend la population active qu'on vient de calculer et on enlève le nombre de chômeurs. Et enfin, le grand final, le calcul du taux de chômage. On prend le nombre de chômeurs, on le divise par la population active et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Et voilà le résultat. Pour ce pays, en 2015, le taux de chômage était de 14,25%. Tout ce parcours nous amène à une dernière grande question pour réfléchir. On a vu que le chômage pouvait être structurel, conjoncturel, frictionnel, qu'il avait plein de visages différents. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'une seule et unique politique économique pourrait régler le problème? C'est bien là toute la difficulté du défi pour atteindre le plein emploi.